messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le secrétaire permanent du G5 en Côte d'Ivoire, du G5 Sahel, était en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara ce mardi. Il était question de la coopération au niveau sécuritaire et économique entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Ce mardi également à Abidjan, un atelier sur l'opérationnalisation de la phase de généralisation progressive de la couverture maladie universelle s'est ouvert. La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et il sera question aussi ce soir dans ce journal de l'entrepreneuriat féminin dans le dossier EcoPlus. Pour rappel, l'État ivoirien soutient les femmes entrepreneurs à travers un fonds dont l'enveloppe initiale était de 5 milliards de francs CFA. Nous vous proposons de suivre ce soir une enquête complète sur ce projet dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République a reçu le secrétaire permanent du G5 Sahel ce mardi. Alassane Ouattara et le secrétaire permanent du G5, Maman Sambo, se sont entretenus sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette organisation sous-régionale qui regroupe 5 pays du Sahel. Les deux parties entendent accentuer cette coopération au niveau sécuritaire et économique. Les détails de cette audience présidentielle avec Mahama Traoré et Habiba Dambélé-Saoué. Le G5 Sahel est une organisation créée en 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Sa mission, combattre l'insécurité et la pauvreté dans une zone couvrant une superficie de 5 millions de kilomètres carrés avec 80 millions d'habitants. Même si la Côte d'Ivoire ne fait pas partie du G5 Sahel, elle figure au nombre de ses partenaires stratégiques, notamment en ce qui concerne les questions de développement et de lutte contre le terrorisme. Des sujets largement évoqués lors de la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire permanent du G5 Sahel, de passage à Abidjan. La Côte d'Ivoire est importante pour notre espace aussi, notre espace sahélien. Et Grand Bassam nous rappelle que nous avons une communauté de destin et qu'il faut se consulter. Il faut prendre des conseils auprès des aînés qui ont géré ce genre de situation avant nous. J'ai expliqué, j'ai dit au président Ouattara un peu ce que nous faisons sur le plan sécuritaire, bien sûr, mais aussi sur le fait que sécurité et développement sont intimement liés et qu'il faudra faire de la sécurité par le développement. Et comme, si je peux me permettre ce mot, le président Ouattara est un spécialiste en la matière, j'ai pris ses conseils pour le bien des pays du G5 Sahel, du Sahel, mais de la région d'une façon générale. Le G5 Sahel pilote également une quarantaine de projets de développement à réaliser dans l'espace sahélien, dont le coût est estimé à 2,4 milliards d'euros. Le secrétaire permanent de cette organisation a ainsi sollicité l'appui du chef de l'État en vue de l'obtention de financement auprès des banques de développement. Parlons de la couverture maladie universelle, ce système national obligatoire de couverture contre le risque maladie pour un accès aux soins de santé à moindre coût pour toutes les populations vivant sur le sol ivoirien. Après la phase expérimentale, il s'est ouvert ce mardi un atelier sur l'opérationnalisation de la phase de généralisation progressive de la CMU. Les détails de cette nouvelle phase avec Herman Guivet. Couverture, maladie universelle, CMU. Fini la phase expérimentale, place désormais à la préparation de la phase générale. Un atelier présidé par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, et qui rassemble partenaires techniques et financiers, ainsi que tout acteur concerné par la mise en œuvre de la CMU. Un atelier studieux, au terme duquel nous devons être en mesure de vous produire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout le mécanisme nécessaire à rendre effective et progressive la phase de généralisation de la couverture maladie universelle. Les acquis de la phase expérimentale du régime général de base de la CMU, entamé le 25 avril 2017 avec la population cible des étudiants, permettent d'envisager l'extension de la CMU selon le principe de la généralisation progressive. L'expérience acquise permet d'étendre la marge de manœuvre. Le processus d'enrôlement biométrique et sécurisé des populations a permis à ce jour d'avoir une base de données de plus d'1 million d'assurés et se poursuit sur toute l'étendue du territoire.
les mécanismes de prélèvement des cotisations du secteur formel, public et privé sont définis et formalisés. Ceux relatifs au secteur agricole et informel sont en cours de finalisation en lien avec les populations concernées. Le panier de prestations tenant compte de l'état de santé de nos populations a été établi. Les procédures de contrôle et de prise en charge des prestations ont été élaborées. Le système d'information et de gestion de la CMU est donc opérationnel. Afin d'accompagner cette généralisation, le gouvernement a pris certaines mesures. 729 établissements publics et semi-publics ont été retenus pour constituer le réseau de soins initial de la CMU. Un vaste programme de réhabilitation de notre infrastructure sanitaire a également été lancé. Nous pouvons donc, avec beaucoup de satisfaction, affirmer que les principaux obstacles identifiés au niveau expérimental ont pu être surmontés et que la mise en œuvre de la CMU a connu des avancées notables. Cependant, le passage à l'échelle laisse entrevoir les dernières difficultés qu'il importe de relever et de résoudre pour garantir une bonne mise en œuvre de la génération progressive de la CMU. Je reste convaincu que la CMU continuera son déploiement et permettra une bonne redistribution des fruits de la croissance. Cela est un gage d'équité sociale et c'est cela l'orientation fondamentale du vivre ensemble prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a dit toute sa foi dans le modèle de protection sociale ivoirien et dans sa capacité à offrir aux populations ivoiriennes une meilleure qualité de vie, condition indispensable pour inscrire la Côte d'Ivoire dans le cercle vertueux des pays émergents à l'horizon 2020. Indemnisation des victimes de la crise post-électorale 2010-2011, la Cour pénale internationale et le gouvernement ivoirien entendent travailler ensemble sur cette question. Et pour cela, la conseillère principale du bureau du Conseil public pour les victimes séjourne en Côte d'Ivoire depuis hier lundi. Maître Paulina Massida a été reçue ce jour par Maria Toukoné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les échanges ont porté sur le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Notons que Paulina Massida animera sur ce sujet demain, mercredi 23 janvier, une conférence de presse. Une action contre la fraude fiscale en Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts a procédé à la fermeture ce mardi d'un entrepôt contenant des marchandises frauduleuses dans la zone industrielle de Yopougon. Cette société aurait dû s'inscrire sous le régime des grandes entreprises. Malheureusement, pour tricher sur les impôts, elle a préféré se déclarer comme une petite entreprise. L'administration fiscale évalue le préjudice subi à plus de 3 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. Cette saisie est le résultat des recherches effectuées par la Direction des enquêtes fiscales et du renseignement au sein de cette entreprise de vente de matériaux de construction immobilière installée sur 8000 m² au sein de la zone industrielle de Yopougon. Les opérations de perquisition au niveau de la comptabilité ont permis de découvrir de graves anomalies. Nous avons constaté donc que cette entreprise avait deux comptabilités, c'est-à-dire une double comptabilité, comme on le dit dans notre langage, qui déclare donc un chiffre d'affaires qui est largement en deçà de la réalité de ses activités. Avec cette double comptabilité, les auteurs de cette activité commerciale clandestine se sont mis à l'abri de plusieurs autres obligations fiscales, dont la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant des préjudices sans les pénalités relatives aux marchandises saisies est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. La direction des enquêtes fiscales entend poursuivre ces opérations en vue de démanteler les réseaux des fraudeurs qui nuisent à la santé de l'économie ivoirienne. Les entreprises doivent se tenir donc pour informer et avertir, de sorte que celles qui seront prises donc dans cet élan-là de fraude, évidemment, elles vont subir donc la rigueur de la loi et devraient pouvoir être appelées à régulariser leur situation fiscale vis-à-vis des impôts. Au terme de la procédure, les faussaires devraient être condamnés à reverser à l'État les montants dus avec les amendes. Dans le cas contraire, les marchandises seront vendues aux enchères avec possibilité de poursuite pénale.
Et pour la même cause de fraude fiscale, le footballeur Cristiano Ronaldo a été condamné à 23 mois de prison ferme et à 19 millions d'euros d'amende ce mardi pour fraude fiscale par la justice espagnole. La justice reprochait à l'actuel attaquant de la Juventus d'avoir omis de payer 14,8 millions d'euros entre 2011 et 2014 grâce à des placements dans des paradis fiscaux. Et comme quoi le délit de fraude fiscale est puni partout dans le monde. Parlons à présent de coopération Côte d'Ivoire-Chine. Au titre des coopérations inter-États, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, c'est dans ce cadre que sont présents sur le sol ivoirien une cinquantaine d'hommes d'affaires chinois issus des différents secteurs d'activité économique de Chine. Ils participent au forum ivoiro-chinois pour le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, un forum en prélude du forum économique sino-africain qui aura lieu en Chine au mois de juin. Francis Boifo. La Chine, troisième partenaire de la Côte d'Ivoire après la France et le Nigeria. C'est également le premier investisseur étranger. Le volume d'échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire est estimé à 800 milliards de francs CFA en 2017. Des chiffres que les deux pays veulent améliorer à travers ces échanges à Abidjan. Ils préparent le forum économique sino-africain qui se tiendra dans la province de Yunnan en Chine en juin prochain avec la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur. Les gouvernements ont créé ensemble une plateforme pour faciliter les échanges entre les deux parties. Donc nous souhaitons, à travers cette rencontre, de trouver des homologues entre les deux parties et de voir de plus s'il y a des opportunités, des investissements pour créer des emplois, des valeurs ajoutées pour le bien-être des deux peuples. C'est pour cela que je demande à tout le secteur privé ivoirien de faire de telle sorte que nous soyons nombreux en juin à Yunnan pour pouvoir échanger, pour pouvoir établir des partenariats gagnant-gagnant. L'amélioration de l'environnement des affaires pour offrir des opportunités d'investissement reste l'objectif du gouvernement. Le gouvernement ivoirien a adopté un nouveau code des investissements en 2018. Ce code accorde une exonération totale des droits de douane sur les équipements et matériels importés ainsi que de la TVA sur la période d'investissement. Il accorde également une exonération fiscale pour des secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, l'hôtellerie, l'enseignement supérieur spécialisé et la santé, et un crédit d'impôt sur l'investissement en période d'exploitation pour les autres secteurs qui y sont éligibles. Ces avantages portent sur une durée de 5 à 10 ans selon la localisation de l'entreprise. Il prend en compte la spécificité des PME, les projets structurants et accorde des avantages additionnels liés au contenu local. Le ministre Souleymane Diarra invite les opérateurs économiques à privilégier la destination Côte d'Ivoire en matière d'investissement et d'échanges commerciaux. Le dossier EcoPlus de ce mardi porte sur l'entrepreneuriat féminin. Petite rétrospective. Depuis août 2017, l'État ivoirien permet aux femmes entrepreneurs de bénéficier de chèques allant de 1 à 50 millions de francs CFA dans le cadre du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Ce projet a jusque-là permis de financer 180 femmes entrepreneurs pour un montant de plus de 2,5 milliards de francs CFA, soit la moitié du budget assigné. Mais environ 2,5 milliards de francs CFA restent encore disponibles. Vous l'aurez compris, le service économie de la rédaction investit ce soir le Fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Quelles sont les étapes pour en bénéficier? Quels témoignages en font les premières bénéficiaires? Les réponses dans ce dossier EcoPlus signé Nadia Eidja et Cheikh Koné. Comme tous les matins, Juliana se rend à sa boutique située dans un centre commercial dans la commune de Cocody. C'est en 2007 qu'elle se lance dans le commerce après avoir abandonné son emploi dans une compagnie d'assurance. Une activité bien meilleure qu'elle souhaiterait accroître. Mais comme la plupart des femmes entrepreneurs, elle est confrontée au manque de financement. Toute seule, c'est pas facile. J'ai l'idée d'agrandir mon commerce et puis aussi d'embaucher les petites sœurs pour travailler. Mais comment faire pour avoir ces fonds? Et pourtant, l'État multiplie les initiatives pour accompagner les femmes entrepreneurs. L'une de ces actions est la mise en place
du fonds Bassi. Judith Touré est l'une des bénéficiaires de ce fonds. Spécialisée dans la confection et la vente d'articles faits avec les étoffes du pays, elle a reçu en avril 2018 10 millions de francs CFA pour booster son activité. Ça a été pour moi un nouvel apport parce qu'à un moment donné de l'activité, j'ai senti qu'il fallait passer au développement. Mais l'autofinancement n'est pas facile parce que depuis, je fonctionnais moi-même, je m'autofinançais et ce n'était pas évident. Mais depuis que j'ai eu les fonds, j'ai commencé à développer l'activité. Ce fonds s'élève à un montant de 5 milliards de francs CFA et a déjà contribué à appuyer plusieurs autres femmes à l'instar de Judith. Je dis comme ça à mes sœurs que le fonds Bassi, c'est de la réalité. Qu'elles n'hésitent pas, qu'elles s'approchent du ministère du Commerce pour pouvoir s'engager. Que moi, je suis bénéficiaire. Elles aussi, elles peuvent l'être. C'est sans distinction. Depuis la première cérémonie de remise des chèques en décembre 2017, c'est plus de 2,5 milliards de francs CFA qui ont été octroyés à 180 femmes, soit 51% d'absorption du fonds initial. Ce fonds vient appuyer ces femmes à la fibre entrepreneuriale, mais pour en bénéficier, il faut impérativement être ivoirienne, majeure et actionnaire unique ou majoritaire d'une entreprise légalement constituée. À ces prérequis, fournir un dossier de candidature à déposer à la direction des PME. Ce dossier devra être composé de documents administratifs de constitution et d'existence légale de l'activité, d'un business plan et de documents financiers et comptables confirmant la solvabilité du postulant. Depuis le lancement du projet en août 2017, c'est 470 dossiers acheminés vers la banque pour 180 crédits accordés. Mais qu'arrive-t-il aux dossiers non validés? La plupart du temps, on attend toujours des retours d'informations complémentaires pour nous permettre d'apprécier au mieux leur financement. Donc après, on ne rejette pas le dossier parce qu'il faut le rejeter. On rejette le dossier en dernier ressort quand malheureusement on n'a pas pu avoir toutes les informations qui puissent nous permettre de prendre une décision sur le dossier. Donc un dossier peut être en stand-by pendant 2, 3, 4 mois, le temps même que la dame puisse réorganiser sa demande et revenir vers nous pour qu'on puisse faire passer le dossier. Pour faciliter l'accès aux fonds et optimiser le taux de financement, l'agence Côte d'Ivoire PME accompagne les postulants dans la constitution de leur dossier de prêt et dans la bonne gestion des fonds octroyés. L'agence Côte d'Ivoire PME intervient au travers des séances de formation pour que ces personnes-là qui ont reçu un financement puissent mettre en place des tableaux de bord de gestion qui favorisent une très bonne gestion des fonds qu'ils ont reçus. Ces chèques sont des prêts remboursables avec un taux d'intérêt de 8% au lieu de 12% pratiqués en moyenne dans les banques commerciales. La durée de financement et de remboursement varie en fonction des capacités du bénéficiaire. On peut avoir un dossier pour lequel la dame estime qu'il lui faut 2 ans pour rembourser. Et après étude, on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas 2 ans, c'est plutôt 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc ce ne sont pas des durées qui sont figées, mais ce sont des durées qui sont négociées et revues en fonction de tous les dossiers qu'on reçoit. Le Fonds pour l'entrepreneuriat féminin de 5 milliards de francs CFA est la résultante d'une convention signée entre l'État ivoirien et le Royaume du Maroc. Dans l'optique d'atteindre les résultats escomptés par le gouvernement en initiant ce projet, des visites terrain sont organisées régulièrement auprès des bénéficiaires. Objectif, toucher du doigt leur activité et s'assurer de la bonne utilisation des fonds reçus. D'ici 3 à 4 ans, quand on va venir vers vous, on puisse voir une véritable ligne où vous êtes en train de produire en grande quantité pour vendre. Pas qu'on s'arrête juste à des petites commandes. Pour un plus grand nombre de bénéficiaires, le gouvernement prévoit des tournées dans les villes de l'intérieur. Cette tournée vise à informer toute la population ivoirienne et l'écosystème des TPE et PME sur les différentes conventions signées entre mon département et certaines structures financières et qui demeurent peu connues, d'une part, et de sensibiliser les TPE et PME sur toutes les mesures prises par le gouvernement en leur faveur d'autre part. D'ici à la fin du premier trimestre de l'année 2019, le ministère en charge des PME compte associer plusieurs directions régionales à ce projet en vue de collecter les demandes à partir de l'intérieur du pays. De quoi absorber les 2,5 milliards de francs CFA restants. Une rencontre internationale sur la défense se tient en ce moment à Abidjan. Il s'agit de la 5e édition du Child Africa qui s'est ouverte ce matin à Abidjan, l'école de police. Ce salon international sur la défense et la sécurité intérieure a pour thème cette année la protection et le contrôle des frontières. Le point de cette première journée avec Abou Sanogo.
La 5e édition du Salon international Shield Africa, ouverte ce matin à l'École nationale de police. Un salon qui permet aux gouvernements africains internationaux de se rencontrer afin de répondre aux défis sécuritaires du continent. Les chiffres augmentent comme chaque année, nous avons une progression constante. Également, on voit l'apparition de pavillons. Le Shield Africa est en train de devenir l'égal des grands salons de défense et de sécurité qu'il y a dans le monde. Protection et contrôle des frontières est le thème de ce salon, qui se veut comme le carrefour de technologies de sécurité de tout le continent africain. La protection et le contrôle des frontières est aujourd'hui un enjeu sécuritaire primordial pour nos États. La lutte contre le crime organisé devient de plus en plus complexe en raison de l'apparition de nouvelles formes de criminalité dues, entre autres, aux nombreux conflits sur notre continent et dans le monde entier, ce qui entraîne évidemment la prolifération des armes légères et de petit calibre, accentuée par la porosité de nos frontières. Si aujourd'hui nous avons cette chance de participer au salon, c'est parce qu'il y a la stabilité dans le pays. Nous tenons à féliciter les autorités de la Côte d'Ivoire pour les efforts qu'ils fournissent tous les jours. Shield Africa est la plus grande exposition africaine pour la défense et la sécurité intérieure, visitée par de nombreux participants, la plupart de l'Afrique. Ça nous permet d'avoir des relations avec les autorités ivoiriennes, tous les services des armées, de la police, des eaux et forêts, et bien entendu de recevoir les délégations étrangères africaines avec qui nous espérons pouvoir proposer nos services. Nous voulons nous développer en Côte d'Ivoire et travailler main dans la main avec la Côte d'Ivoire pour l'amélioration de l'équipement militaire, de police et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Ces participants sont venus d'Afrique et d'Europe pour échanger et partager leurs expériences, présenter leur matériel et montrer les technologies les plus récentes en matière de défense et de sécurité intérieure, plus précisément dans le domaine de la protection et le contrôle des frontières. L'ouverture du 5e salon Shield Africa a été marquée par une démonstration des forces françaises en Côte d'Ivoire. Et hors de notre pays, la capitale togolaise Lomé reçoit la conférence internationale sur la mutualité. Le thème de la rencontre est le pari de la mutualité pour le 21e siècle. Cette conférence devrait favoriser la réflexion sur la protection sociale et la couverture maladie universelle. Walter Amadou. Des représentants de 30 pays, de l'Europe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Afrique, tous membres de l'Association internationale de la mutualité AIM, sont au Togo pour 2 jours de réflexion. Il s'agit pour eux d'harmoniser leur vision face aux défis qui s'opposent à l'arrimage des mutuelles de santé aux politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale. S'associer librement pour faire face à des aléas de la vie qui dépassent les possibilités de la personne seule. Tout juste naissantes, ces sociétés de secours mutuels sont très vite considérées comme des réponses possibles aux besoins de protection face à la maladie et à la vieillesse. Placée sous le haut patronage de la présidence de la République togolaise, cette conférence internationale s'inscrit dans la poursuite de l'engagement politique en faveur de la reconnaissance et du développement du mouvement mutualiste. Je vous convie donc à pérenniser la mutualité dans nos pays afin de renforcer encore plus la cohésion et la solidarité. Après la cérémonie d'ouverture, la table ronde relative à l'engagement mutualiste a permis au ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale de présenter les avancées enregistrées en Côte d'Ivoire. Le taux de mise en œuvre du règlement de l'UEMOA est estimé à 70% selon l'évaluation de l'UEMOA. La seule diligence en cours est la création du fonds de garantie. En vue de la mise en œuvre de la CMU, un atelier national sur l'articulation des mutuelles sociales avec les stratégies de mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire a été organisé du 25 au 27 mai 2016 à Abidjan
avec toutes les parties prenantes. À l'issue des travaux, un document de consensus va constituer une feuille de route pour les mutualistes et le gouvernement favorables au succès des politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale. Ouvrons à présent le chapitre politique de ce journal. Pascal Afine-Guessant, le président du Front populaire ivoirien, a animé une conférence de presse ce lundi 21 janvier. Le président du FPI s'est prononcé sur les consultations pour la réforme de la commission électorale indépendante. On en sait plus avec Konaté Moussa. Pascal Afine-Guessant, le président du Front populaire ivoirien, a passé en revue l'actualité politique de ces dernières semaines. Le point d'orgue de sa rencontre avec la presse, la réforme de la commission électorale indépendante. Pascal Afine-Guessant s'est réjoui de la reprise du dialogue politique entre le gouvernement et les partis de l'opposition sur la réforme de la CEI. Selon le président du FPI, les échanges sur la révision de l'institution en charge des élections en Côte d'Ivoire constituent une étape importante pour les échéances électorales de 2020. Nous avons rencontré le Premier ministre autour des négociations que nous devons engager pour donner à la Côte d'Ivoire un cadre juridique et institutionnel des élections conforme aux normes internationales. Je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par le ton et l'ambiance de cette première rencontre. Une rencontre au cours de laquelle le discours liminaire du chef du gouvernement, le Premier ministre, est allé dans le sens des préoccupations maintes fois réitérées par les partis politiques et les organisations de la société civile. C'est-à-dire d'abord se retrouver autour d'une table pour parler ensemble de la commission électorale indépendante, du code électoral et de toutes les dispositions qui régissent les élections en Côte d'Ivoire. Avec ce que nous avons entendu, la Côte d'Ivoire est sur la voie d'élections sans violence, d'élections transparentes, d'élections apaisées. Pour rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la question de la réforme de la commission électorale indépendante ont démarré le lundi 21 janvier. Restons avec Konaté Moussa, toujours dans le cadre des activités des partis politiques. Il nous rapporte le point presse animé par Henriette Lagou, la présidente du RPC-PAI. Henriette Lagou appelle à l'union et à la cohésion des populations, ainsi que des cadres de la vie politique ivoirienne. On regarde. La recherche de la paix et le bien-être des populations demeure le combat du RPC-PAI, le renouveau pour la paix et la concorde. La présidente du parti, Henriette Lagou, appelle à l'union, à la cohésion et au dialogue entre les acteurs politiques. Le renouveau pour la paix et la concorde, le RPC-PAI, invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens, ainsi que nos dirigeants, à la culture de la paix et de l'amour du prochain. Le renouveau pour la paix et la concorde, RPC-PAI, convaincu de la capacité du peuple de Côte d'Ivoire à se rassembler et à se retrouver pour faire face à tous les grands défis de sa survie et du rayonnement du pays, lance un appel national à la réconciliation et au pardon. Le rétablissement des relations de fraternité et d'amitié entre le président Bédi et le président Ouattara. Henriette Lagou invite également les populations de tous bords politiques à rejoindre son parti, le Renouveau pour la paix et la concorde, afin de mener des actions pour la paix et la stabilité. Le congrès constitutif du RHDP se tiendra le samedi 26 janvier prochain. À quelques jours de cette date, les militants de ce mouvement sont en mouvement. Et dans les régions, à travers des pré-congrès, je vous propose d'en suivre un résumé dans cet élément. Face aux populations de la région du Kabadougou, le ministre Sidiki Konaté, chef de mission du RHDP, rassure de l'intérêt de la création du parti unifié, la grande famille des oufouettistes qui prône la stabilité, la cohésion et le développement. Il y a un chef de l'État, il y a des services de l'État qui ont pris des engagements avec des Ivoiriens et qui feront en sorte, si Dieu le veut, que la paix et la sécurité demeurent dans ce pays pour que le développement, que nous avons très bien amorcé, continue sans être interrompu par quoi que ce soit. Voilà le message d'assurance. Sidiki Konaté a également rappelé aux populations
de la région du Kabadougou, les grands chantiers du chef de l'État en cours actuellement, à savoir le bitumage de l'axe Odiéné-Boundiali et Odiéné-Gbéléban. C'est à travers une mobilisation inhabituelle que les populations du Tchologo ont témoigné leur attachement au RHDP. Lors du pré-congrès régional qui s'est tenu à Ferké, le chef de délégation et le président du conseil régional du Tchologo ont invité les populations à adhérer au projet du parti RHDP. Unis, nous serons toujours forts. Rassemblés, nous serons toujours forts. Je vous demande de privilégier le rassemblement. Je vous encourage à vous approprier la vision du RHDP qui incarne un nouveau contrat social pour toute la Côte d'Ivoire rassemblée, stable et unie. Le congrès constitutif du RHDP aura lieu le 26 janvier prochain à Abidjan. Et ils étaient très nombreux à la salle Carrefour Jeunesse de Grand Bassam pour réaffirmer leur adhésion au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et ils l'ont signifié à l'émissaire du RHDP Kandiaka Missoko Kamara, présidente du pré-congrès pour le compte du Sud Komoé, à la tête d'une forte délégation. Toute la population du Sud Komoé est mobilisée pour le RHDP. Toute la population du Sud Komoé a décidé de prendre date avec l'histoire, a décidé de prendre rendez-vous avec l'histoire de la nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train de s'écrire avec le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les militants du RHDP de Grand Bassam ont promis environ 4000 participants au congrès constitutif du 26 janvier à Abidjan. La commune du Plateau se prépare pour accueillir le congrès du RHDP. Les militants RHDP ont répondu présents à l'appel de Belmont Dogologo, chef de la délégation du RHDP. Vous venez de me démontrer ce matin que le RHDP peut compter sur votre mobilisation parce que c'est vous qui nous accueillez. Le président met le RHDP en place pour vous, la jeunesse. Et cette jeunesse-là doit prendre toute sa place. Fabrice Awignon, président du comité d'organisation de ce congrès, confirme les conditions sont réunies pour recevoir les congressistes. Le plateau est prêt à accueillir cet événement-là. Le plateau est mobilisé, le plateau est debout. Et le plateau donc n'attend plus que le 26 pour faire donc une grande fête au nouveau parti qui se crée. Des militants venus, nombreux recevoir le message de la mobilisation avant le 26 janvier. C'est à la place Alassane Ouattara de la Riviera Bonoumin que les militants du RHDP se sont donné rendez-vous pour sonner le glas de la mobilisation en vue du congrès du RHDP. Ongouanka Mathias a rappelé les acquis obtenus grâce à l'alliance RHDP. Louis Abonoan, cadre du RHDP, a dû inviter les militants du RHDP à prendre une part active au congrès. Quand Cocody parle, nous savons que cette parole vient depuis les racines et va être transfusée dans le tronc afin que l'arbre du RHDP produise des fruits qui arriveront à maturité et que toute la Côte d'Ivoire va consommer. Des militants qui ont répondu favorablement à l'appel lancé. Et nous refermons ainsi ce journal. Rendez-vous demain à même heure pour d'autres informations d'ici et d'ailleurs. Passez une excellente soirée. Bonne soirée chez vous.